coffee, sip like coffee, wake, change your mind and drop me love. To hate me crazy, shady, spit me out like hot wasabi, lick me up, I'm sweet and salty, mix it up and down my body, love. To hate me, praise me, shame me, either way you talk about me. Salut la MIF, comment vous allez aujourd'hui? Alors on se retrouve pour une vidéo OCEF, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ouais, ma dernière vidéo OCEF date d'il y a quand même 4 mois et c'était sur l'Ukraine. Aujourd'hui nous nous attaquons à Dubaï. C'était obligé que j'allais venir mettre ma bouche dans ça. Tellement que cette ville c'est des foutaises sur foutaises. Anyway, je t'invite à aller chercher quelque chose à boire. Moi j'ai juste pris du sirop, de l'eau avec des glaçons. Je me suis pas embêtée aujourd'hui. Quelque chose à manger si t'as pas mangé. Avant ça, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager pour spread du love. Et c'est parti pour la vidéo. Alors faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler de Dubaï, c'était il y a quelques années. Et c'était parce que la princesse Latifa El Maktoum essayait de fuir son père. Comment vous dire que ça annonce la couleur? Je suis dans une villa, je suis otage. La villa a été transformée en prison. Les fenêtres sont toutes fermées avec des barreaux, je ne peux pas les ouvrir. Il y a 5 policiers à l'extérieur et 2 à l'intérieur. Je ne peux pas aller dehors pour prendre l'air. La princesse était retenue en otage à Dubaï par son père, Mohamed El Bachir Al Maktoum, qui est juste l'émir de Dubaï et est le premier ministre des Émirats Arabes Unis. Et cela depuis 15 ans. Et il est accessoirement l'un des hommes les plus riches du monde. Voilà, c'est un petit détail. Voilà, une petite virgule dans la phrase. Le 24 février 2018, elle a essayé de fuir aux États-Unis par bateau, accompagnée de ses amis, mais elle a été rattrapée. Et depuis, elle est séquestrée à Dubaï et on n'en a plus jamais entendu parler. Pour vous dire, on ne sait même pas si elle est encore en vie. Quand vous voyez quel type de personne gouverne Dubaï, vous ne pouvez qu'être enthousiaste pour la suite. Avant de commencer, on va faire un petit point historique parce que je trouve ça quand même important de situer Dubaï. Quand même, un minimum. Dubaï est une ville de 3 millions d'habitants qui est connue pour sa folie des grandeurs. Avec le plus grand gratte-ciel du monde, le plus grand centre commercial du monde, le plus grand hôtel du monde, bref, tout est grand. Et on a un peu l'impression que Dubaï est apparu comme par magie. Il y a 20 ans, personne connaissait Dubaï et maintenant c'est devenu l'une des destinations phares. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dubaï n'est pas centré sur le pétrole, mais c'est plus une économie de services. À la fin des années 60, on découvre du pétrole à Dubaï, ce qui va permettre à Dubaï de s'enrichir à partir de 1966. En 1971, c'est la formation des Émirats Arabes Unis et Dubaï et Abu Dhabi deviennent les plus grands émirats. Abu Dhabi détient les plus grandes richesses, mais ils ont besoin de Dubaï pour maintenir le pouvoir. Les deux vont s'allier pour contrôler la fédération. À ce moment-là, la ville compte un peu plus de 100 000 habitants, mais ils ne veulent pas tout miser sur le pétrole. Et c'est à partir de là que Dubaï devient une plaque tournante du commerce de l'or, qui est toujours présent à l'heure actuelle, parce qu'ils s'occupent de légaliser l'or qui vient de la contrebande. Du coup, de l'or récupéré illégalement passe par Dubaï, où son traçage disparaît, et cet or finit ensuite dans d'autres pays. Ils ont aussi pu se diversifier grâce à la compagnie aérienne Emirates, mais ce qui a tout fait changer, c'est réellement le boom de l'immobilier en 2002. Dubaï accorde le droit de propriété aux étrangers. Le million d'habitants est dépassé au début des années 2000. Concrètement, à cette période, Dubaï devient ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec toute cette diversification, Dubaï est passé de la ville pétrolière à une ville qui a réussi à investir grâce au pétrole. Elle est la première destination d'investissement au Moyen-Orient. Avec ses taxes presque inexistantes, elle est considérée comme un paradis fiscal. Le tourisme est quand même passé d'1 million en 1994 à 15 millions en 2016. Mais pour se développer aussi vite, Dubaï a eu besoin d'une très grande main-d'œuvre. Il faut savoir que la population de Dubaï est constituée à 95% d'étrangers. C'est énorme. Et sur les 8,5 millions d'étrangers qui sont aux Émirats Arabes Unis, 5 millions d'entre eux viennent du sous-continent indien, c'est-à-dire Inde, Pakistan, Bangladesh. Ces personnes sont réduites en esclavage pour de la main-d'œuvre bon marché. En fait, Dubaï est pour l'Asie ce que l'Occident est pour l'Afrique, c'est-à-dire un Eldorado.
Ils ont été matrixés par la publicité, la réputation de l'endroit et pensent que là-bas, l'argent pousse sur les arbres, que c'est extrêmement facile de se faire de l'argent. Donc, beaucoup d'Asiatiques se retrouvent là-bas sans forcément faire attention aux risques. Je parle des Asiatiques parce que principalement, ce sont des Asiatiques, mais il y a beaucoup d'Africains issus d'Afrique subsaharienne. Il y a des personnes qui viennent du Nigeria, du Cameroun, il y a des Ghanéens également. Ils vont là-bas pour essayer de se faire de l'argent, pour subvenir à leurs besoins et celles de leur famille. Sauf que c'est un mirage. Il n'y a aucune sécurité sociale. Ils se retrouvent entassés dans ce qu'on appelle des labor camps. C'est là où sont installés tous ces travailleurs. Ils sont presque 5 dans des 6 mètres carrés. Ce qui est horrible dans ça, c'est que ça profite à l'économie de beaucoup de pays, notamment l'Inde. Il faut savoir qu'à Dubaï, 4 habitants sur 10 sont indiens, ce qui est énorme. C'est pratiquement la moitié de la population. Il y a un consulat d'Inde à Dubaï, mais il ne sert strictement à rien. Il a très peu de pouvoir, car comme je disais avant, ça profite au gouvernement indien, parce que les visas qu'il délivre aux Indiens permettent à l'Inde de se débarrasser de centaines et de centaines de chômeurs. Du coup, le consul indien n'a pas intérêt à contrarier la sphère politique de Dubaï. Il doit impérativement se plier aux règles. Sinon, fin du contrat. Par conséquent, les entreprises savent leur pouvoir par rapport à ces pays et ne respectent absolument pas les contrats de travail. Le plus grave, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est ailleurs. C'est son dos. En fait, il est paralysé. Depuis son accident, le salaire de Rafi n'est plus payé et l'entreprise n'a pas encore versé 1 centime à l'hôpital. Vous pensez qu'ils vont lui verser quelque chose? J'espère. Qu'est-ce que vous pensez, ils vont le faire? Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Ils sont censés le faire. C'est la loi. Ils sont censés verser une indemnité. Peut-être qu'ils le feront. Ce sont eux qui décident. On ne peut rien faire. Rafi le sait, il n'a pas grand-chose à attendre de la justice de Dubaï et pas beaucoup plus de son ambassade dans l'Émirat. Il y a énormément de morts. On peut compter 500 morts par an pour le Népal, environ 1000 morts par an pour l'Inde. Et les autres pays, je ne pourrais même pas vous dire parce que ce sont des données qui sont normalement gardées secrets pour ne pas entacher l'image de Dubaï. Encore, je me demande si ces chiffres sont bons, s'il n'y aurait pas plus de morts. Il y a également beaucoup de suicides. On est face à des entreprises qui n'hésitent pas à mentir sur les causes de la mort, alors qu'on sait tous que c'est à cause de la dureté du travail, de la dureté de la vie et de la dureté de ce à quoi ils font face quand ils sont là-bas. Et encore, ça, c'est quand ils acceptent d'admettre que la personne est morte. Sinon, personne ne sait que t'es mort. T'as juste disparu, tu es parti, comme ça, tu t'es volatilisé. Ce matin, elle a appris qu'un Népalais de 21 ans s'est donné la mort dans son camp. L'entreprise affirme que l'ouvrier s'est suicidé parce qu'il était alcoolique et criblé de dettes de jeu. Ferna n'est pas convaincue par le portrait dressé par l'employeur. Elle va tenter de rencontrer les amis du jeune homme. Là aussi, il faut profiter de l'heure de sieste quotidienne du gardien pour enquêter. Il peut appeler l'entreprise qui appellera la police et ils nous diront « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire là. » Et si on leur dit qu'on cherche des informations sur un gars qui vivait ici, ils nous diront « C'est pas vos affaires, ne vous mêlez pas de ça. » Sunil, c'est le nom de la victime, s'est pendu dans sa chambre, au bout du couloir. 7h du matin, je rentre du boulot, la porte est fermée, impossible d'ouvrir. Alors j'entre par la fenêtre et là je le vois pendu au ventilateur. Là, comme ça? Oui, il s'était pendu avec un drap noué autour du cou. Sunir partageait sa chambre avec 2 copains du village. Tous étaient venus ici nourrir leur famille. Sur ces photos, les jours heureux qui suivirent leur arrivée. Le rêve semblait à portée de main. Le patron de l'entreprise dit qu'il jouait aux cartes, il faisait des paris et passait tout son argent là-dedans. Il n'a jamais dépensé d'argent au jeu. Il buvait? Un peu comme tous. Souvent, tous les soirs? Non, non, pas souvent. Sunil devait rentrer au Népal 2 jours avant son suicide. S'il a craqué, ce n'est pas parce qu'il était alcoolique, mais parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour sa famille. Il avait honte. C'est ce que Prerna va découvrir en téléphonant au village du jeune Népalais. Les parents de Sunil ont hypothéqué la ferme familiale pour payer son visa. Le jeune homme savait qu'il ne rentrerait jamais avec assez d'économies pour rembourser la dette. Je trouve ça marrant,
Vous avez compris comment à chaque fois qu'un employé se suicide ou est mort, on le décrit comme un débauchard, un soulard, alors qu'ils gagnent à peine de quoi payer leur loyer, donner de l'argent à leurs familles qui sont restées au pays. Ils n'ont même pas assez pour profiter de la ville. Non, on travaille samedi, jeudi, on a un jour de repos. Et tu fais quoi pendant ce jour de repos? Tu ne peux pas passer, tu n'as pas l'argent d'aller en ville. Tu vas aller comment? Donc vous n'allez pas au cinéma, dans des bars ou dans des restaurants, jamais? Au cinéma? Jamais. Donc à quelle heure la personne peut être un débauchard qui se saoule, qui se drogue? C'est un peu comme une manière de mettre de la distance avec la personne. Ah mais cette personne-là, elle est pas comme nous. C'était un pochetron, c'était un moins que rien. C'est assez triste parce que la plupart mettent beaucoup d'argent dans ce déplacement. C'est un peu leur dernière issue. Souvent, ils mettent la richesse de toute leur famille. Parfois même, ils s'endettent auprès des banques en espérant gagner gros une fois arrivés là-bas. Mais au bout du compte, c'est une illusion et ils reviennent plus pauvres qu'avant. Et encore, ça, c'est quand ils reviennent. Parce que dès que tu commences à travailler là-bas et à signer ton contrat, ton patron te prend automatiquement ton passeport. Donc, sans l'accord du patron, tu ne peux ni changer de compagnie, ni rentrer chez toi. C'est pour ça que dans beaucoup de pays d'Asie, les visas sont extrêmement faciles à obtenir pour aller à Dubaï, pour justement perpétuer cet esclavagisme. Parce qu'honnêtement, on va pas mâcher nos mots, c'est de l'esclavagisme. Et c'est de l'esclavagisme qui n'est même pas caché. Les gens à Dubaï sont au courant. Qu'est-ce que tu penses de la façon, de ces workers qu'on voit un peu partout là, dans la ville? C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage, c'est-à-dire que s'ils attrapent une maladie, y inclut le Covid, on les prend, on les déporte comme dans un camp de concentration, qui se trouvent au fin fond du trou du cul du monde, et on les met dans des pièces où c'est dégueulasse. Donc il manque juste les bancs. T'es un peu choqué par les workers là, qui travaillent dans la chaleur. On est là pour faire du social. Bah, tu sais que moi, t'as vu, On est là pour faire de l'argent. Moi, j'ai déjà parlé à ces gens-là. Ils gagnent 4 fois ce qu'ils gagneraient dans leur pays. Dans leur pays, et dans leur pays, ils n'ont pas des meilleures qualités. T'es là pour faire quoi? De l'argent. Si t'es là pour faire ton argent, fais ton argent, t'occupes pas du reste. Ils sont juste un peu plus éloignés de la ville, dans des zones à eux, et même les pays des ressortissants sont complices. Donc en fait, ça veut dire que personne peut t'aider. Même si t'es à Dubaï, que tu veux rentrer chez toi, que tu vas à l'ambassade, ils ne peuvent même pas t'aider à avoir ton passeport, à pouvoir rentrer chez toi. Tu es piégé. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que, par exemple, pour le Cameroun, je sais pas si entre-temps, ils ont pu construire un consulat. Apparemment, ils étaient censés construire un consulat, mais en tout cas, pour le Cameroun, il n'y a pas de consulat en fait. Si tu es à Dubaï, que ton passeport s'expire et que tu es venu là pour t'enrichir, en fait, tu peux même pas faire l'aller-retour parce que t'as pas assez d'argent pour partir et revenir. Donc en fait, tu es automatiquement dans l'illégalité. Comme si ça suffisait pas, ils sont également interdits de grève et de syndicats. Je pense que ça nous étonne même plus. Les endroits dans lesquels ils sont logés sont vraiment des endroits très petits, insalubres. Mais le pire dans tout ça, en fait, c'est qu'ils doivent payer un loyer pour rester. Donc un loyer de 900 €. Faut savoir que un ouvrier, il doit se faire à peu près 200 € par mois. Donc vous enlevez déjà 90 €, ça fait pratiquement la moitié de ton salaire. Vous enlevez le fait qu'il faut se nourrir et aussi qu'il faut laisser une partie pour pouvoir aider la famille qui est restée au pays. Comment vous dire qu'il ne reste pas beaucoup à la fin du mois. Il faut savoir aussi que quand tu perds ton travail, tu perds ton droit de résidence à Dubaï. Donc automatiquement, tu es dans l'illégalité. Par conséquent, tu te retrouves très vite bloqué parce que ce que tu gagnais te permet pas forcément d'économiser. Donc au bout d'un moment, il va plus avoir d'argent pour pouvoir payer ton loyer. Et aussi, vu que tu n'as pas pu économiser avec l'argent que tu t'es fait, pour te payer un billet d'avion retour, c'est un peu chaud. Par contre, je sais pas si tu es automatiquement rapatrié quand tu es dans ce cas de figure, parce que je sais que si par exemple tu fais une faute grave et que tu es poursuivi par la justice ou tu dois être emprisonné, là tu es rapatrié,
Mais est-ce que si t'as plus de thunes et que t'es dans l'illégalité, genre comme ça, tu es rapatrié? Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi ce qui se passe, c'est que vu que les employeurs ne respectent absolument pas les contrats de travail, il y en a qui sont maintenus par leur contrat alors que leur employeur ne leur verse plus d'argent. C'est le cas de Nirmal Singh. Son entreprise ne le paye plus depuis 6 mois. Il veut rompre son contrat et partir. Il supplie son employeur de le laisser rentrer en Inde, en vain. Je n'en peux plus. Ma famille au pays a besoin de moi. Vous voyez là-bas le grand arbre? J'ai déjà préparé la corde, une planche, et voilà, je vais me pendre. Personne ne m'écoute. Cela fait 6 mois que je veux rentrer, même sans mon salaire. Pour eux, c'est une histoire banale. Ils ne comprennent pas qu'on s'y intéresse. Ils nous interdisent même d'en parler. Vous connaissez Nirmal Singh? Amenez-le ici, en face de moi. Sans que je dise un mot, il me touchera les pieds et implorera mon pardon. C'est un ivrogne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un alcoolique? Rendez-lui simplement sa carte de travail et son passeport. Il changera d'entreprise. Non, c'est nous qui déciderons de l'expulser si on le souhaite. On ne lui rend pas son passeport comme ça. Pourquoi pas? Parce que c'est nous qui mettons fin au contrat et qui renvoyons les gens en Inde. Pourquoi vous gardez les passeports? On fait comme tout le monde. Pourquoi? On veut contrôler nos employés. Donc en fait, on a des personnes, des fois, où ça fait 1 an, qui travaillent encore pour une entreprise qui ne leur verse pas d'argent. Ils ne peuvent pas payer leur loyer, se nourrir, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leur employeur détient encore leurs papiers. Et ils sont complètement bloqués. Ils ne peuvent rien faire. Quand tu ne peux rien faire, c'est quoi ton dernier recours? Le suicide. Bien évidemment, ce que je raconte là, c'est pas propre à toutes les personnes qui vont à Dubaï. Mais je pense que pour réussir à Dubaï, il faut déjà avoir une base financière. Parce que si tu vas là-bas en étant pauvre et en espérant te faire de l'argent sur place, ça va être très compliqué et je pense que tu vas vite te retrouver dans ce schéma-là plutôt que d'être dans un schéma de success story. Dites-moi si j'ai tort en commentaire, mais j'ai l'impression que les personnes qui réussissent à Dubaï, ce sont des personnes qui ont déjà des business au préalable et qui veulent faire fructifier encore plus leur business. Mais ce ne sont pas des personnes qui partent avec rien du tout et qui font leur parcours comme ça en commençant de vraiment rien, tout en restant dans la légalité à 100%. Au passage, j'aimerais faire une petite parenthèse et féliciter et remercier toutes les personnes qui sont allées interviewer ces personnes, leur donner une voix, les filmer pour qu'on puisse voir la réalité parce qu'ils ont pris d'énormes risques. Parce qu'il faut savoir que c'est strictement interdit aux gens d'approcher cette zone et encore moins de photographier, de discuter avec eux. Sachez qu'ils prennent des risques énormes de se faire arrêter en faisant ça. Ce qui m'a toujours interpellée à Dubaï, c'est le décalage entre la religion musulmane et la débauche qui cohabitent ensemble. Je disais donc qui cohabitent et coexistent ensemble par je ne sais quel miracle et ce n'est pas du tout caché. Après c'est juste que dans certains endroits publics, les femmes seront obligées de se couvrir. Par exemple quand tu vas au Dubai Male Mode, bref je sais même pas comment ça se prononce, tu dois avoir une tenue qui dépasse les genoux et quand même être assez couvert. Faut pas débarquer là-bas en mini-jupe, en short. Dubaï a tellement rendu la prostitution facile que des milliers de jeunes femmes vont là-bas pour se prostituer car elles sont attirées par l'appât du gain. Elles savent qu'elles vont se faire énormément d'argent et la prostitution fait partie de l'économie. Honnêtement, dans la prostitution, une bonne partie de l'économie de Dubaï s'effondre. Il y a des hôtels qui sont dédiés que pour ça. Donc toutes les filles qui sont escortes, qui veulent faire de l'argent ici à Dubaï. Alors on voulait, une copine à moi, on voulait prendre un grand appartement, en fait dans un bon endroit sur la Palme et tout, un bête d'appartement avec piscine, jacuzzi et tout, et on le partage à 4 et on bosse ici. Ici il y a de l'argent en fait. Je me suis posée 10 minutes dans un hôtel, le bar était vide, vous avez toutes les vidéos en story. Le bar était vide, le premier mec qui est rentré, il m'a parlé, il m'a dit viens on monte, c'est bon, il m'a donné 2000 dirhams, ce qui fait presque 500 euros, 400 et quelques euros.
pour 1 heure en fait. Je suis restée 30 minutes avec lui. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la soirée en fait. Donc là, je change d'hôtel, je vais dans un autre hôtel pour pouvoir encore faire ça. Donc elles sont attirées par l'argent facile. Je n'aime pas trop ce terme facile parce que ça arrive rapidement dans ta poche, mais à quel prix? Donc à côté, on a une ville avec énormément de sécurité, la police qui est à cheval sur beaucoup de règles. Pas de drogue, la prostitution est même interdite en fait. Si une fille se fait attraper, c'est uniquement de sa faute. L'homme ne sera pas envoyé en garde à vue. Ça, faut bien préciser. Tu ne peux également pas coucher avec quelqu'un si tu n'es pas marié. Par exemple, tu vas avoir un plan cul, la police fait un tour dans ton quartier, il débarque chez toi, tu es dans l'illégalité. Voilà, ça c'est clair. Je peux t'expliquer pourquoi on ne peut même pas faire l'amour ici, on n'est pas free quoi. On n'est pas free. Si on vient par exemple là où vous habitez, on toque la porte, vous ouvrez, on demande, vous habitez comment? La personne va dire, mais vous avez acte de mariage? Oui. Non. Ah, ça signifie que si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Oui. Wow. Au moment arrive que tu fais même, tu es enceinte même, l'enfant, on peut récupérer l'enfant, pas tout faire. Donc voilà, on a tout ce côté-là. Et de l'autre côté, on a tout ce qui va être prostitution, qui n'est clairement pas caché. I think that all the women here. Most of the girls here, or any even girl that a lot of people are paying, Emirati or even local or even Arabs or European people who are just coming here to just pay and have fun. So why not? Either to find a guy who can pay for my vacation or pay for my bill. Even if she's not a hawker or she's not this, by default she's gonna be like this because this is Dubai life. Les filles et elles, et les filles qui sont en couple, c'est que des putes. Que des putes. Là, ça va encore. C'est une très belle... Aujourd'hui, c'est encore une très très belle journée. Il y a très peu de putes sur la plage. Ici, cet hôtel, ça marche qu'avec les putes. Donc sans les putes, ça marcherait pas. Incroyable pour être dans un pays musulman ou arabe, c'est que elles dominent tout. Ici, ce sont des business partners. Okay. Elles sont conscientes que sans elles, ce business meurt demain matin. Et par conséquent, toutes les dérives qui vont avec. Parce que bien évidemment, quand quelque chose n'est pas contrôlé, ça entraîne des dérives. On ne compte plus le nombre de témoignages de personnes droguées, emprisonnées, séquestrées, violées, qui sont contraints ou forcés de faire des choses qu'elles ne veulent pas faire, qui sont utilisées comme esclaves sexuelles, à qui on a fait croire que l'argent était facile, ou alors qu'elles étaient venues pour totalement autre chose, arriver sur place, on leur prend leur passeport, et elles se retrouvent dans des bourbiers pas possibles. Donc à l'époque, j'étais une étudiante ordinaire, très focus sur mes études. Et en fait, une fois, je regardais une des stories à ma cousine. Je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche, à droite, enfin, qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie. Petit à petit, j'ai commencé à parler avec elle pour savoir quoi, comment. Et puis elle me disait jamais vraiment comment elle faisait, elle disait juste qu'elle profitait de la vie, etc. Et un jour, j'ai décidé d'aller... je voulais lui poser la question, elle m'a dit qu'elle partait à Dubaï. Et je lui ai posé la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle, en fait, à Dubaï avec ses copines, etc. Et puis, elle m'a dit pourquoi pas. Le soir d'avant mon départ, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis, de la boisson. Du coup, je l'ai bu, c'était pas malsain, franchement, dès que j'ai bu le verre, je me suis sentie vraiment plus moi-même. J'avais perdu, je perdais un peu l'allure de mes bras, de mes jambes, je me sentais engourdie. 1 heure après, quand j'ai un peu repris mes esprits, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a expliqué que, en gros, l'homme que j'avais vu dans la chambre la nuit précédente, il voulait vraiment me donner beaucoup d'argent. Donc en gros, il a payé ma cousine 5 000 francs pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Je me sentais humiliée, salie, plus moi-même. Du coup, elle m'a tendu 3 000 francs. Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. Et en fait, j'ai refusé cet argent parce que, comme je l'ai dit, c'était pas du tout quelque chose
dans mes principes. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il m'avait violée. Et il faut savoir qu'à cette époque, j'étais vierge. Et même sans être forcée, ces filles acceptent à cause de l'argent en fait. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Arrivée donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. À mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22h, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4h du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9h me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Est-ce que j'ai réellement besoin d'évoquer le sujet des porta-potties ? Ai-je réellement besoin d'évoquer le sujet des porta-potties ? Je pense que ce sujet n'est plus à présenter, d'accord ? Donc, Dubaï. Les jeunes influenceuses qui se font déféquer là-dessus, voilà, en échange d'argent. Quelque chose qui existe depuis belle lurette. Et il n'y a pas qu'à Dubaï que ça se passe. Ça se passe aussi en Europe, comme en Afrique et un peu partout dans le monde en fait. Donc ces gens-là, c'est des personnes qui ont une vie en fait maritale, ils ont des enfants, ils ont une femme et tout. Et vous, quand ils sont avec vous, ils ne font pas de rapport sexuel parce que eux, leur but, c'est de vous déféquer là-dessus, donc faire popo sur vous. Et quand ils font popo sur vous, en fait, ils retirent en vous votre chance. Genre, ils font caca soit dans la bouche ou soit sur votre dos. Et quand ça se fait comme ça, il y a un échange en fait d'aura, de chance. Ils aspirent votre âme. Parce que quand ils finissent, ils vous donnent de l'argent, en tout cas de très belles sommes, mais qui ne valent pas votre santé en fait. Après, vous avez des représailles, vous avez des problèmes de santé et souvent même vous mourrez. Et c'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez, mais j'aimerais remettre les points sur les i, d'accord ? Parce que toutes ces histoires, ces scandales, notamment les porta-potties, qui est un thème qui a explosé il y a quelques mois, ça stigmatise énormément les hommes arabes. Alors que ces dérives sexuelles existent
partout dans le monde, ok? Comme je le dis souvent, il n'y a pas de nationalité pour la connerie. On est tous égaux face à ça. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, c'est pareil. Mais vu que là, on commence à se conscientiser sur ce qui se passe à Dubaï et que c'est l'actualité du moment, on dirait que c'est un truc propre à Dubaï et au-delà de Dubaï qui englobe les Arabes, alors que archi pas. Donc s'il vous plaît, arrêtons d'être bêtes, arrêtons de stigmatiser les gens. Tous les hommes arabes n'ont pas des lubies sexuelles complètement farfelues et on peut trouver ce genre d'individus partout dans le monde. Ce ne sont jamais les mêmes personnes, mais toujours les mêmes histoires. Des gros pervers pleins aux as qui ne savent plus quoi faire de leur argent à part satisfaire leur perversion détraquée. Et il y aura toujours des personnes qui iront se jeter dans la gueule du loup. Après, c'est aussi à ces filles de ne pas être bêtes et aussi de ne pas être vénales en fait. Parce que ok, t'auras ton sac Gucci, tes Balenciaga, etc., mais à quel prix? Au prix de te faire humilier, de te faire tabasser, parfois même d'être réduit en esclavage. Je pense que quand tu vis ces choses-là, ça te change ta perception du monde, ta perception de l'être humain, ta perception de l'homme. Je pense que c'est très difficile de reprendre une vie entre guillemets normale et d'avancer normalement dans la vie. Si un jour tu vas avoir ta vie de famille avec ton homme, tes enfants, etc., ça va être quoi ta vision de l'homme? Je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes qui peuvent découler de ça. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est comment les filles ne sont pas du tout solidaires. Tu vas entraîner ta cousine dans ça. C'est pas grave, tu vas t'habituer. Ah, déjà, à quel moment tu t'habitues à ça? Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu ne t'habitues pas, tu enfouis la douleur. Tu enfouis le traumatisme. Tu ne t'habitues pas à ça, c'est impossible. C'est inhumain. Où est passée la sororité, s'il vous plaît? Pour les nanas qui comptent aller à Dubaï ou se lancer dans la prostitution là-bas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Faites bien attention à qui vous rencontrez, en fait. Parce que moi, c'est pas la prostitution en soi qui me gêne. À partir du moment où elles sont consentantes, elles sont libres de leur corps, elles font ce qu'elles veulent. Mais faites bien attention à qui vous rencontrez, parce que ça peut très vite tourner au drame. Là, j'ai pu constater que même les femmes, en fait, celles que tu peux considérer un jour comme ton amie, ça peut être elles qui t'entraînent dans une situation vraiment... Waouh! Du coup, face à tous ces scandales qui commencent un peu à éclore, Dubaï essaye de redorer son image. Donc, premièrement, ils vont retirer le droit de résidence à beaucoup d'influenceurs parce qu'ils ternissent en fait l'image que veut donner Dubaï. Enfin, même si déjà, je trouve qu'ils se ternissent assez eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'aide en fait pour être ternis. Et Dubaï a aussi décidé de se tourner vers l'écologie. Waouh, vous me direz-je. J'ai l'impression que c'est une grosse blague. Genre, vraiment, quand j'ai vu ça dans les news, c'est comme si quelqu'un m'annonçait que l'eau allait disparaître de la Terre, mais qu'on allait continuer à survivre. Ouais. L'exposition universelle de 2021 avait comme thème l'écologie. Ils ont annoncé qu'ils voulaient faire de Dubaï la ville la plus durable d'ici 2050. Et bah, dépêchez-vous les gars, hein, parce que là, on est déjà en 2022. Comme on dit, Béliev, croire en nos rêves. Béliev, croire en nos rêves, merci Justin Bieber ou tata. Non mais en vrai, on en rigole, mais la ville est totalement à l'opposé des normes écologiques. Rien que déjà, le fait qu'elle soit située dans le désert, ça nique tout. Genre vraiment, ça, rien que déjà à la base des bases, c'est gâteux. Je vous avouerai que le projet est un peu très ambitieux. Donc entre la climatisation extérieure, la consommation d'eau en plein milieu aride, parce que je le répète, on est dans le désert, d'accord? Donc déjà la base c'est pas ouf. Mais en plus, ils ont la folie des grandeurs. Donc ils te font un centre commercial avec une station de ski à l'intérieur. Dans le désert. Je vais beaucoup répéter dans le désert, mais qu'on resitue quand même. Une station de ski dans le désert, voilà. En plus de ça, ils te modifient complètement le paysage en déplaçant du sable, ce qui, encore une fois, pas du tout écologique. Ecology, you know, the planet. Do you like ecology? Non. Imaginez une ville verte, autonome en eau et en énergie. Imaginez cette ville construite au milieu du désert des Émirats Arabes Unis. Imaginez tout simplement la ville du futur, où tout a été conçu pour un mode de vie harmonieux. Bienvenue à Masdar. Voici Masdar, la ville la plus écologique du monde, où évidemment on vient en voiture. Honnêtement, leur petit quartier durable et tout, c'est bien mignon, hein. Déjà, reconstruire un quartier... c'est pas très écologique. Bon, voilà. L'idéal, ce serait déjà d'aménager les quartiers existants. Mais bon, c'est pas moi qui va construire le quartier. Donc, de quoi je me mêle?
Mais honnêtement, si Dubaï devait être écologique, elle devrait juste pas exister. Je pense que ce serait beaucoup plus simple. Donc voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Sinon, je sens que mon sang va continuer à bouillir. Dubaï, c'est un sujet que je voulais parler depuis... Parce que honnêtement, je ne pourrais jamais mettre un pied là-bas. Si un jour vous me voyez à Dubaï, c'est que vraiment... Jamais je m'installerai à Dubaï. Déjà, l'état d'esprit, la mentalité, tout est faux, tout est dans le luxe, tout est dans le matu vu, et dans l'apparence, que ce soit le mode de vie des gens là-bas, que ce soit même leur politique. Parce que politiquement, ça accentue sur la sécurité, et on voit tout ce qui se passe derrière l'esclavage, des gens qui sont pas du tout suivis et qui se sentent pas du tout en sécurité. Donc quand même la 6e ville considérée la plus sûre du monde, là où les gens se font séquestrer et enlever leur passeport pour ne pas rentrer chez eux. Voilà. Même le fait de s'intéresser aux problèmes actuels pour redorer leur image, on sait très bien qu'ils en ont rien à faire de l'écologie, que c'est juste parce que c'est trendy, que tout le monde parle de ça et que ça fait bien voir. Oh, une ville où on est en sécurité, en disant ça c'est écolo, mais c'est génial. Et là, j'aimerais pousser un coup de gueule. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas poussé de coup de gueule. Là, je parle en particulier pour mes frères et sœurs camerounais qui se sont retrouvés piégés là-bas. Pour toutes ces personnes qui pensent que pour fuir la pauvreté dans son pays, il faut aller dans un autre pays. Pour toutes ces personnes qui, chaque année, se font piéger, croient en ce qu'ils voient à la télé, qui se font berner juste par des illusions. Quand l'herbe n'est pas assez verte chez soi, on va toujours voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En oubliant même qu'un jardin, ça s'entretient, en fait. Si tu veux que ton herbe soit verte, occupe-toi de ton jardin. Fais réfléchir ton cerveau. Demande-toi, avec les moyens que tu as maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que ton jardin soit plus beau? Comment tu peux évoluer, faire grandir ton business? Arrêtez d'enrichir des pays où on vous considère même pas comme des êtres humains. On vous voit comme du bétail. Parce que quand vous risquez vos vies pour aller dans des pays comme ça, sachez que toute cette énergie que vous mettez, elle vous est pas profitable à vous, elle est profitable au pays, parce que vous augmentez le PIB de ce pays-là. Et c'est ce pays qui s'enrichit grâce à vous. Alors à moins qu'il y ait une guerre dans votre pays, ou que votre vie, ou la vie de vos familles soit menacée, arrêtez de tomber dans le piège de la luxure et arrêtez de penser que dans ces pays-là, l'argent pousse sur les arbres. C'est faux. Croyez-moi, vous y gagnez à entretenir votre jardin et l'économie de votre pays aussi. Combien de fois je l'ai vu avec ma famille, avec la famille d'autres amis. On a assez eu d'exemples en fait. Et c'est vraiment en arrivant par exemple en France que on réalise que fallait rester au pays. Fallait rester au pays. S'il te plaît, si tu tombes sur cette vidéo, que tu es en Afrique, construis ton propre business là-bas. Et ce sera pas facile, hein. J'ai jamais dit que ça allait être facile, hein. Mais à terme, tu te feras plus d'argent que si tu étais venu en France ou je ne sais où. Que moi, réellement, ça me déchire le cœur quand je vois des gens qui perdent la vie en mer, qui se font arnaquer par des passeurs, qui se font tuer. Et en ayant fait tout ça, ils arrivent en Occident et ils se font humilier, tabasser comme si c'était des moins que rien en fait ici. Ces gens-là qui respectent personne, tu te fais humilier, tu perds ta dignité pour rien au final. Et c'est même pas rentable. Alors bien sûr, il y en a qui réussissent, hein. Mais... comptez-les, hein. Comptez-les sur vos mains. Je voulais aussi passer un deuxième coup de gueule. Allez, c'est parti les coups de gueule pour ce soir. C'est un coup de gueule un peu conclusion. Déjà, je trouve ça très très triste en fait pour Dubaï. Parce que je me dis, tu grandis à Dubaï, c'est quoi ta vision de la vie? Ta vision du monde? Toutes ces stars là de TVR ou d'artistes et tout là qui vont s'implanter à Dubaï pour donner une meilleure éducation à leurs enfants. Mais en fait, il va arriver un moment où l'éducation va vous dépasser. C'est aussi le monde qui t'entoure qui t'éduque. Les amis que tu te fais, les rencontres que tu fais. Ça va être quoi leur vision et leur rapport aux femmes? Donc si elles sont pas voilées, si elles sont pas mariées, c'est des putes. Je vous promets, hein, si c'est des gars, ils n'auront même plus envie de se mettre en couple parce qu'ils vont se dire bah tiens, je peux payer quelqu'un pour me satisfaire. Qu'est-ce que je vais m'embêter à avoir des rapports sociaux avec quelqu'un? Autant payer quelqu'un qui sera d'accord avec tout ce que je dis, tout ce que je fais, et voilà. Le rapport à la planète, le rapport à l'argent. Comment t'expliques à ton gosse qu'il y en a qui font du ski dans des supermarchés pendant que la moitié de la population est en train de crever au bord du désert et sont parqués à 5 dans un 3 mètres carrés. Et c'est cette population-là qui est en train de crever la bouche en cœur, qui est en train de construire la nouvelle piscine de papa-maman. Un jour, vos enfants, ils grandissent et ils sont loin d'être bêtes. T'auras beau leur expliquer avec des mensonges
quand ils sont tout petits, au bout d'un moment, il faut devenir des pré-ados. Ensuite des ados, ensuite des jeunes adultes. Alors honnêtement, vous pouvez crier sur tous les toits que vous êtes là-bas pour la sécurité, pour les horaires qui sont un peu calqués sur la France, donc il y a moins de décalage horaire, pour apporter une meilleure éducation aux enfants. Il n'y a rien qui justifie de s'installer dans un endroit où les droits de l'homme sont autant bafoués, où l'esclavage est autant décomplexé. Mais tout le monde s'en fout, parce qu'on paye pas d'impôts, ils construisent nos piscines, elles satisfont les hommes, il y a du soleil et nous on peut continuer à faire la fête. Quand tu t'installes dans un endroit, que tu le veuilles ou pas, tu contribues à l'évolution de cet endroit. En faisant construire, tu crées des emplois. En ayant des projets là-bas, tu fais vivre des gens. Même uniquement en voyageant, en allant au supermarché, tu participes à l'évolution économique du pays. Donc même si tu décides de te mettre des œillères en te disant c'est pas mon problème, nanana, de manière plus ou moins indirecte, tu participes en fait à tout ça. Franchement, de base, il y a toujours un aspect un peu plus positif dans mes conclusions, mais là franchement, j'ai du mal à voir l'aspect positif en fait. Peut-être qu'ils peuvent changer, hein. Mais ça va être très dur, parce que là, il y a vraiment rien qui va en fait. Que ça soit la mentalité, le mode de vie, ou leur perspective d'avenir, il y a absolument rien de sincère là-dedans, c'est... Honnêtement, si on voudrait faire de Dubaï un meilleur endroit, il faudrait que Dubaï n'existe plus en fait. Je vois pas d'autre solution. Ou alors qu'on leur fasse tous un lavage de cerveau. Est-ce que j'ai vraiment commencé à réfléchir à l'éventuelle possibilité de leur faire un lavage de cerveau? Je commence à organiser le plan. Peut-être que si on cale ça un lundi, ça peut se faire. Mais du coup voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon, nos oreilles ont assez souffert. On va pouvoir les laver maintenant. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, parce qu'elle peut être longue comme courte. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Franchement, c'est un sujet qui me tenait énormément à cœur, parce qu'au-delà de Dubaï, en fait, il y a des problématiques qu'on retrouve en fait dans énormément de pays, et des trucs qu'il faut qu'on arrête, qu'on dise stop en fait. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous.